cette commune où nous sommes venus si souvent soutenir un bourgmestre plus que courageux, solidaire, volontaire, et tout simplement respectueux de la loi. Parce que nous avons la loi avec nous. Alors c'est vrai que chaque fois qu'on vient ici, je ne sais pas pourquoi on n'a pas un comité d'accueil. À mon avis, ces gens s'ennuient en Anvers. Je voudrais que ça devienne une ville très ennuyeuse, pour une raison qu'on devine. Qu'ils cherchent à venir s'encanailler à Bruxelles, et alors ils mettent Bruxelles, et dans leur GPS qui doit être un peu faussé, il n'y a qu'une seule voirie qui leur est recommandée, c'est la Baden-Broeklaan à Wezenbeek, et les partis à chaque fois. Il va falloir quand même qu'ils aillent réviser leur GPS pour qu'ils puissent connaître d'autres attraits de Bruxelles, au cas où ils voudraient enfin découvrir le plaisir d'être dans une grande ville ouverte, tolérante, respectueuse de chacun. On nous dit, oh, comment osent-ils encore parler de leur sujet de prédilection concernant la périphérie? Avec quoi viennent-ils? L'élargissement de Bruxelles, mais qu'est-ce que c'est que cette vieillerie? De quoi s'agit-il? La Convention cadre sur la protection des minorités nationales, mais pourquoi osent-ils parler de ces sujets qui fâchent? Parce que, bien entendu, nous sommes par vocation des provocateurs. Alors je me suis permis quand même de reprendre des textes qui ne sont pas les nôtres. Des textes qui ont été proclamés de manière commune, souvent par les partis francophones, à la veille des élections législatives de 2010 ou même de 2007. À la veille. À la veille. Alors, je vais vous en lire quelques extraits parce qu'ils ont une saveur toute particulière. Je vais d'abord retrouver un texte très solennel. C'est rare que les partis francophones aient, dans le passé, signé des textes communs. Au Parlement flamand, du anglais, ils y travaillent constamment, ils sont déjà en train d'envisager les prochaines étapes. Quand les partis francophones daignent sortir une position commune, c'est qu'il y a généralement urgence, qu'il y a une préoccupation fondée, et vous savez, quand il faut arriver à mettre autour de la table Philippe Moreau, Joël Milquet, un Nicolas Service, pour bien vouloir se préoccuper des droits fondamentaux des populations de la périphérie, il faut vraiment que des faits graves se produisent. Alors, dans ma documentation, qui est toujours très à jour, j'ai trouvé un texte commun des chefs de file bruxellois. Je vais vous le lire in extenso, c'est un morceau d'anthologie. Les chefs de file bruxellois, c'est un texte qui a été signé par les personnalités qui étaient les présidents de parti à Bruxelles à l'époque, en 2007. Il y avait Philippe Moreau, Joël Milquet, Jacques Simonel, bien regretté, Christophe Soukieridis et moi-même. Les chefs de file des partis démocratiques francophones ainsi que leurs représentants au sein de l'Union des francophones en périphérie bruxelloise se sont réunis ce jeudi 29 mars 2007. Ils rappellent que la présence des francophones dans la périphérie de Bruxelles est un fait qui se confirme davantage à chaque élection. Ainsi, les listes francophones ont remporté plus de 20% des voix lors des élections européennes de 2004 sur Anne Villevort, dans les communes à facilité qui constituent largement la majorité des électeurs. Il rappelle que les droits des francophones découlent d'accords historiques qui n'avaient rien de provisoire. Ces droits sont assurés par le régime des facilités, ainsi que par l'existence de l'arrondissement judiciaire et électoral de Bruxelles à Villevort. Ils refusent le démantèlement de ces droits. Ils s'insurgent contre les atteintes constantes à l'exercice des droits des francophones et mettront tout en œuvre pour les rétablir. Ils soutiennent les mandataires de la périphérie décidés à faire respecter la correcte application des lois linguistiques. Écoutez bien ce passage. Ils en appellent en outre à la ratification de la Convention cadre sur la protection des minorités nationales, à la suppression des circulaires linguistiques du gouvernement flamand et au renforcement de la protection des droits des francophones de la périphérie. Retenez bien cette trilogie. Ils refusent toute demande visant à rompre les liens entre les francophones de Wallonie, de Bruxelles et de la périphérie. Chef-d'œuvre qui arrive, écoutez encore plus, remettre en cause l'arrondissement de Bruxelles à Villevort ne peut s'envisager pour eux qu'à condition d'élargir les frontières de la région de Bruxelles
capitale, remise en cause, élargie, et d'obtenir des garanties équivalentes à l'intérêt que représente l'arrondissement de Bruxelles à Vilvoorde pour les autres francophones de la périphérie. Les chefs de file bruxellois des partis démocratiques francophones ont décidé de rester en contact afin de travailler conjointement à la réalisation de ces objectifs communs. Texte signé à l'époque par les personnalités que je vous cite. Était-ce un moment d'égarement provisoire des chefs de file des partis francophones de l'époque? Que du contraire. De 2007 jusqu'en 2010, je vais vous reprendre parce que ça vaut la peine de s'en souvenir, les déclarations les plus solennelles. Alors, tout honneur à une formation politique que nous avons beaucoup fréquentée, le ML, je reprends le programme du mouvement réformateur pour les élections législatives de juin 2010. Je cite texto. Le mouvement réformateur considère que seul l'élargissement des limites territoriales de la région bruxelloise aux communes de la périphérie, à forte présence francophone, constitue une contrepartie aux revendications de scission d'arrondissement électoral de Bruxelles à Vilvoorde. C'est clair. Le manifeste intitulé Le printemps des réformes, adopté le 31 janvier 2010 à Liège, reprend l'engagement solennel suivant. Les réformateurs estiment que l'élargissement de la région bruxelloise est une nécessité, car c'est donner à Bruxelles sa véritable dimension socio-économique et culturelle. En tout état de cause, cet élargissement, à tout le moins aussi comme une facilité, constitue la contrepartie juridiquement certaine à la scission électorale de Bruxelles à Vilvoorde. Dans son acte de candidature à la présidence du BMR en janvier 2011, Charles Michel déclarait « Je suis convaincu que nous devons continuer à plaider avec force l'élargissement du territoire de Bruxelles pour le faire coïncider avec la réalité économique et sociale. L'idée d'une consultation des citoyens dans les communes est la meilleure voie, selon moi, pour respecter la volonté du suffrage universel. » Vous apprécierez ce selon moi qui a une saveur particulière venant de Charles Michel, comme si personne n'y avait pensé avant lui, mais en tout cas après lui, il y avait pensé. Cet engagement, Charles Michel l'avait réitéré devant le Conseil général du FDF en janvier 2011, toujours à la veille de son élection à la présidence. Écoutez cette phrase, qui a aussi une saveur particulière. Les Flamands ont un agenda en plusieurs étapes qui, à terme, enfermera Bruxelles en Flandre si l'élargissement ne se fait pas. Merveilleux comme lucidité. Il y a ces lucidités qui restent malheureusement un peu trop virtuelles. Alors je pourrais encore, parce que je ne voudrais pas accabler un seul homme, ce ne serait pas honnête, mais je voudrais encore citer les propos tout aussi déterminés de quelques autres dirigeants bruxellois, que ce soit Mme Milquet. Alors, Mme Milquet, c'était toujours à la veille des élections, bien entendu, c'était pas au lendemain de leurs accords, ça, par contre, au lendemain des accords, ils disaient quelque chose. Mme Milquet, mai 2010, toujours à la veille des élections législatives, grand titre dans le Vif Express, je n'invente rien. John Milquet, élargir Bruxelles, c'est une nécessité géopolitique. Géopolitique. Le mot est fort, ça donne quand même le sens de la nécessité. Je cite un passage. On a parfois l'impression que les partis francophones et les journalistes agitent la perspective d'un élargissement de Bruxelles pour montrer les dents face aux Flamands, mais sans y croire eux-mêmes. Pas du tout, dit Joël Milquet. Vexé. Comment je peux faire son travail? Pas du tout. Mais je défends totalement l'élargissement de Bruxelles. C'est nécessaire pour une raison sociologique et pour une raison géopolitique. Il est logique que la région bruxelloise s'étende vers Grenelle, au Wiesenbeek-Oppel, à 85% francophone. C'est comme une nation sociologiquement partie de Bruxelles. Mais l'enjeu, c'est aussi que la Wallonie ait une frontière commune avec Bruxelles. Extraordinaire de lucidité.
compréhension des enjeux. Et elle ajoute, à une autre question de journaliste, l'ancienne génération politique n'était-elle pas plus douée pour trouver des compromis? Arrêtons de rire, dit Joël Milquet. Est-ce que tout a été bien fait du temps de Gérard Depré? Ça me semble être un petit règlement personnel. Et de la loi de financement. À part ça, c'est quand même son parti qui a voté cette mauvaise loi de financement à l'affaire 89. Vous croyez que les accords étaient toujours bien négociés avec l'ancienne génération politique? Et alors, elle termine par cette phrase sensationnelle, mais les francophones ne sont plus des cafés. Je ne me suis pas permis de dire ça à sa place, mais vous croyez que Joël Milquet était en reste et qu'elle était seule? Moureau, un île Belgique. Je reconnais que c'est un peu plus ancien, mais Moureau est un homme d'archives, donc il aime bien qu'on remonte un peu plus loin dans le temps. Que dit-il? Moureau, l'élargissement de Bruxelles avant tout, c'est l'élargissement de Bruxelles qui est clairement fondamental. J'avais proposé un autre thème pour ce meeting, dit clairement, l'élargissement de la région bruxelloise réglerait le problème des nominations de ces trois bourgmestres. Ça doit être la revendication clé des partis francophones. D'ailleurs, le Parti socialiste avait obéi à Moureau, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'il avait déposé une proposition de loi spéciale visant à étendre le territoire de la région bruxelloise et à rattacher la commune des Fourrons à la province de Liège. Bon, vous savez, les Fourrons, malheureusement, ont connu un sort encore plus pénible. Comme disait quelqu'un, il y a deux Fourronnais qui ont vu leur sort amélioré, c'est les deux frères à part. Mais plus fondamentalement, ici, on s'attendait à ce que le Parti socialiste, fort de sa proposition de loi, j'avais d'ailleurs déposé avec Éric Hibert, je ne remonte pas plus loin dans le temps, Georges Café l'avait fait aussi, et avec François-Xavier Brillat, qui avait été dûment mandaté une proposition de loi en faveur de l'élargissement de Bruxelles. Je pourrais continuer ainsi la revue de presse de toutes les déclarations faites à la veille des élections. La vérité, c'est que les francophones ne sont jamais capables de tenir un rapport de force, ou très difficile. Je retiens trois revendications essentielles. Le retrait des circulaires du gouvernement flamand sont toujours d'application. Elles sont toujours d'application, sauf que le seul parti qui a fait en sorte qu'elles soient condamnées et déclarées illégales par un tribunal, c'est le FDF qui, après une longue procédure judiciaire, est arrivé devant la Cour d'appel de Mons, a obtenu une décision de justice essentielle pour contrecarrer la très mauvaise jurisprudence de la Chambre flamande du Conseil d'État, puisque la Cour d'appel de Mons a déclaré illégales les circulaires du gouvernement flamand. Mais à part ça, vous en savez quelque chose, on continue à les appliquer du côté des autorités flamandes, malgré les décisions de justice, parce que pour eux, une décision de justice qui ne va pas dans leur sens n'a aucune valeur et ne respecte pas l'autorité de chose jugée, même d'un arrêt de cour d'appel dans ce pays, dont la jurisprudence ne laisse pas, il nous dit, de respecter la jurisprudence. Donc, les circulaires sont toujours d'application. La convention cadre, Georges Café, qui s'est beaucoup battu, tant au Conseil de l'Europe qu'au Parlement, s'en souviendra. Lorsque nous avons mis en 2001, ça remonte à plus de 10 ans, comme condition des accords dits du Lombard, la signature et l'application de la Convention cadre. Je me souviens d'ailleurs que Mme Milquet se targuait que c'était grâce à elle qu'on avait signé la Convention cadre. C'est nous qui avons fait le travail pour pousser tout le MR. Et quand Louis Michel, très fier, est allé à Strasbourg signer la Convention cadre, en disant que ce serait une avancée majeure pour les francophones de la périphérie, et que maintenant, une fois cette convention signée, la Flandre ne pourrait jamais empêcher quand même qu'une signature officielle de l'État belge soit bafoulée. Nous sommes 13 ans plus tard, la Convention cadre n'est en rien appliquée. Et les partis francophones qui ont été faire les accords de 2011 ne se sont pas souvenus qu'il y avait une signature qui engageait l'État belge à appliquer une convention internationale qui résoudrait bien des problèmes en périphérie. Oublié. Et élargissement de Bruxelles, oublié. Voilà le bilan des négociateurs francophones. Alors on va me dire, ah non, on a obtenu une grande victoire. On a scindé Bruxelles à Villord, car on a scindé, ah oui. Alors, la sémantique veut qu'on fasse une subtile distinction. Ce n'est pas une scission pure et simple. Ça c'est, vous savez, c'est comme une amputation de bras. Non, ce n'est pas une amputation totale. Vous n'avez que l'avant-bras qui vous est coupé, vous avez encore un moignon, soyez content.
ce n'est pas une amputation pure et simple. Eh bien, ce n'est pas ici une scission pure et simple. Figurez-vous que les 6 universités vont pouvoir choisir un pour voter avec Bruxelles. Par ça, il y a bien une scission territoriale. On a bien renforcé la frontière linguistique comme future frontière d'État, telle que l'appellent de leur vœu les nationalistes du Nord. C'est d'ailleurs assez étonnant. Vous avez tous les partis francophones qui, comme des cabris, ont dit circonscription fédérale, circonscription fédérale. Les écolos, pour un accord, il leur fallait une circonscription fédérale. Monsieur Di Rupo, maintenant, ressort sa circonscription fédérale, tout seul en solo. Il n'y a personne qui, du côté flamand, répond à ces appels. Mais il y avait une circonscription fédérale dans ce pays. Il y en avait une qui chevauchait la frontière linguistique. Il y en avait une qui permettait aux populations de se rencontrer, qui faisait que l'on pouvait présenter d'ailleurs des listes bilingues, si on voulait présenter des listes bilingues, des listes trilingues, tout ce qu'on voulait. C'était Bruxelles à Villevorte, la seule circonscription qui chevauchait la frontière linguistique et qui de Villevorte à Halle, qui de Bruxelles au port de Leuven permettait de rassembler les populations qui au centre du pays avaient tout intérêt à partager un espace commun, c'était Bruxelles à Villevorte. Ils l'ont scindé. Ont-ils maintenu cet arrondissement, tous ceux qui prétendaient vouloir faire une circonscription fédérale? Alors on nous ajoute, oui mais il y a l'arrondissement judiciaire. On a quand même préservé l'arrondissement judiciaire. On aurait étendu sensiblement les droits des justiciables francophones. Je ne vais pas entrer dans la technique juridique. Il y a des améliorations sur certains aspects, je ne le néglige pas. D'abord, ce n'est pas la juste contrepartie de tout ce qui s'est fait par ailleurs. Mais par ailleurs, même sur ce que les partis francophones mettaient en avant, à savoir le rééquilibrage des magistrats dans l'arrondissement judiciaire Bruxelles-Halle-Villevorte en faveur des francophones. La fameuse clé 80-20 annoncée comme étant à tout le moins le trophée enlevé par les partis francophones. Au moins ils avaient ça, 80-20. Même là-dessus, ils ont fait marche arrière. Même là-dessus, ils ont fait marche arrière. Car Madame Turtelbaum est une ministre de la Justice qui sait pas ce qu'est la justice, mais ce n'est pas grave. Elle est payée pour ne pas le savoir, parce que c'est une permission qu'elle a reçue. Demandez au milieu du barreau, de la magistrature, jamais ils se sont autant plaints d'une ministre de la Justice. Madame Turtelbaum a chargé un bureau d'études, KPMG pour ne pas le nommer, mais c'est-à-dire en public, de faire une évaluation du volume des affaires traitées dans l'une ou l'autre langue. Tous les magistrats francophones que j'ai rencontrés, et se sont exprimés publiquement, ont dit combien cette étude était tronquée, que la charge de travail n'avait pas été établie correctement, que cette étude a été orientée délibérément par quelques magistrats flamands qui étaient dans un comité d'accompagnement et qui ont mis la main mise sur l'étude. Elle a été menée en un temps record de manière invraisemblable, alors qu'on nous disait que ça prendrait encore des années avant d'avoir la charge de travail dans l'une ou l'autre langue auprès des juridictions de Bruxelles, comme par hasard. Résultat, par rapport à la clé 80-20, on a perdu plus de 100 emplois pour les francophones dans les juridictions, que ce soit des magistrats, des membres du parquet, des greffes. C'est plus de 100 emplois qui ne reviennent pas aux francophones sur base de la dernière clé qui a été adaptée, qui est une clé de 73-27. Donc, le grand trophée 80-20, il est ramené à un petit 73-27 qui ne fait pas du tout l'affaire des magistrats francophones qui disent la règle judiciaire ne va pas se résorber à Bruxelles parce qu'il n'y aura pas le nombre suffisant de magistrats francophones. Ça, c'est la vérité. Alors j'entends évidemment ceux qui disent d'abord, on n'ira même plus défendre les francophones des communes sans facilité. Il est intéressant de savoir s'il y aura beaucoup de partis qui ont le courage de déposer une liste francophone à Halle-Villevorte pour continuer à défendre les très nombreux francophones des communes sans facilité qui ont été totalement oubliés dans tous ces accords. Mais de surcroît, on nous dit faites confiance. La pacification communautaire qui s'établit pour au moins 2 générations, les grands visionnaires sont certains de leur fait, va faire en sorte que enfin les autorités flamandes vont changer de comportement. On en a cité quelques cas. Si on avait eu l'élargissement de Bruxelles, ou même si on avait eu l'accord de 2005, Didier le rappelait, qui prévoyait quoi l'accord de 2005? Qui était l'élargissement par la communauté française, qui donnait la pleine compétence de la communauté française en périphérie. Eh bien, aujourd'hui, il ne faudrait pas aller, comme je l'ai entendu les chevilles de Rhodes Saint-Genès dire « J'espère que le gouvernement flamand va retirer sa circulaire qui exige des connaissances linguistiques pour les membres du personnel des crèches en périphérie. » Si
le gouvernement flamand, avec la NVA, au sein, avec le CDDV, ainsi de suite, allait retirer le circulaire. Quelle naïveté. Mais si on avait appliqué l'élargissement de Bruxelles, ou la pleine compétence de la communauté française, aujourd'hui, il y aurait dans toutes les communes à facilité des crèches francophones qui dépendraient exclusivement de la communauté française, qui seraient financées par la communauté française, qui seraient sous contrôle de la seule communauté française. Ça, c'est une avancée démocratique pour faire respecter la vie des francophones dans vos communes. Et bien ça, bien entendu, il ne faut pas compter sur le sens de la pacification du nord du pays pour ne pas mettre en œuvre ces mesures d'exclusion des enfants francophones dans les crèches. On nous a dit, ils vont enfin comprendre que la mobilité autour de Bruxelles ne peut pas se décider seule, qu'il faut absolument qu'ils tiennent compte quand même de la vie des Bruxellois. La communauté métropolitaine, une coquille vide. Il n'y a aucun pouvoir de décision, il n'y a aucun pouvoir de contrôle. Ce seront des représentants qui vont aller papoter. Vous avez vu combien ils en ont tenu compte du côté du nord du pays. La mobilité s'est faite, ils ont décidé. Quoi? L'élargissement du périphérique. Vous avez vu qu'ils attendaient la mise en place de la communauté métropolitaine pour décider unilatéralement de ce qui leur paraît, selon eux, intéressant sur le plan de la mobilité autour de Bruxelles. Bon, ils vont décider, point final, la communauté métropolitaine se réunira quand tout sera décidé, et les francophones iront faire un peu de protestation en disant « Vous devriez quand même nous consulter ». Vous les avez vus que dans le tracé des lignes de l'aile, ils tiennent compte du point de vue de Bruxelles. Ils ont décidé qu'ils allaient développer 4 lignes de l'aile, ou 3 tout le moins, à des fins économiques. Car ce que les francophones n'ont toujours pas compris pour un certain nombre d'entre eux, c'est que derrière tous ces choix, il y a des choix à finalité socio-économique. Quand on veut développer les lignes de l'aile qui vont relier demain Derville à Gênes, c'est pour mieux desservir ce qu'ils considèrent, eux, comme le deuxième pôle de développement de la Flandre, qui est la zone aéroportuaire de Zaventem. Bruxelles nationale, croit-on encore, aller à Bruxelles nationale, demander combien il y a d'emplois francophones à Bruxelles nationale pour comprendre ce qu'est la réalité du pôle de développement économique de la Flandre qui est devenu Zaventem. Pour bien desservir cet aéroport et le pôle de développement économique, il décide unilatéralement, en ce compris en passant dans Bruxelles. La STIP a un peu protesté, la STIP est en train peut-être de faire en sorte que l'évolution du dossier ne se fasse pas unilatéralement, mais je n'ai pas entendu évidemment la charmante Mme Roels, pas plus que l'ensemble du gouvernement bruxellois pour protester dans ce dossier. C'est ça la logique. Ils continuent à avancer inlassablement selon leurs objectifs, leurs intérêts exclusifs, et toujours à notre désavantage. Toujours à notre désavantage. Bart de Wever, qui le rappelait, a eu une phrase splendide ce week-end au congrès de la NVA. Il a dit tout ce que le mouvement flamand a exigé pour qu'il existe. Il l'a obtenu. Vous avez bien entendu cette phrase. Tout ce que le mouvement flamand a exigé, il l'a obtenu. Alors voilà. On peut évidemment continuer à faire endormir les francophones en leur disant dormez tranquillement. On va arriver à amadouer Bart de Wever. On peut continuer à aller déjeuner avec lui. On peut le rencontrer dans des colloques singuliers. On peut même envisager des accords avec lui. Si tous ceux qui ont signé des accords institutionnels avaient une once d'honnêteté intellectuelle quant à ce qu'ils prédisent, à savoir la stabilité, alors ils ne devraient pas les rencontrer Bart de Wever. Il ne faut pas dire qu'on a stabilisé le pays quand on songe déjà à aller s'acoquiner avec lui, que ce soit sur le plan institutionnel ou sur le plan socio-économique. Car quand on prétend faire en sorte que ce pays soit respecté, que Bruxelles soit respecté, que les francophones de la périphérie soient respectés, alors on ne rencontre pas Bart de Wever et on a le courage, comme nous, de dire on ne fera jamais d'accord avec un parti aussi dangereux pour l'avenir de ce pays, pour nos droits et pour la démocratie. Mais ça, certains n'ont même pas ce courage, parce qu'ils ne croient même pas au résultat de ce qu'ils ont négocié, et qu'ils soient prêts peut-être déjà à aller donner des gages nouveaux à ceux qui s'emploieront à démanteler encore un peu plus ce pays. Il y a donc le camp des résignés, et il y a le camp de ceux qui sont prêts à se faire respecter. Le malheur des partis francophones, c'est qu'ils n'ont jamais eu le courage de dire clairement aux partis flamands, on l'a fait une fois en 2007, à Vaduchesse,
le prix à payer s'ils veulent continuer sans fin le processus de démantèlement de la Belgique à leur profit. Et moi, je ne crois pas qu'une majorité de la flanc politique veuille aller jusqu'au séparatisme. Mais le confédéralisme est encore bien plus dangereux. Et les francophones qui, comme des niais, disent « on peut peut-être arriver au confédéralisme », comme l'a dit très bien Didier. Le confédéralisme, c'est la Belgique coquille vide. Schumpeter, ça avait d'ailleurs dit quelque chose de très semblable à Bart Weber. Un jour, il a dit « je conçois qu'il reste 3 compétences au niveau belge ». Et c'est quasiment identique à ce que citait Bart Weber, comme quoi il y a beaucoup de différence entre les deux hommes. L'armée, c'est ce qu'il faut penser des Russons. Là aussi, on a beaucoup mis à mal l'armée belge, mais c'est encore un autre débat. L'armée, la monnaie est européenne. Et alors, je n'ai jamais très bien compris les lignes à haute tension électrique. Je ne sais pas si c'était pour qu'il reste des pigeons qui croient encore à ce pays, mais c'est en tout cas sa troisième compétence. Le Weber est un peu plus généreux, mais la TVA et les accès. C'est donc la Belgique coquille vide. Mais c'est surtout, et c'est pour ça que les partis francophones qui croient toujours qu'on apaise le nationalisme en concédant à toutes les revendications flamandes font une erreur de vue historique. C'est surtout la mainmise de la France au Bruxelles. Pour des raisons économiques. C'est parce qu'ils savent quelle est la richesse produite à Bruxelles. Ils savent quels sont les emplois qu'ils doivent venir chercher à Bruxelles. Ils savent quels sont les marchés publics qu'ils doivent venir chercher à Bruxelles. Ils savent le rôle européen de Bruxelles qu'ils peuvent mettre à leur profit. Ah oui, c'est vrai. Si la France est indépendante, je ne suis pas certain qu'un Herman Van Rompuy soit le président du Conseil européen. Je ne crois pas qu'autour d'une table du Conseil européen, le représentant de la Flandre obtiendrait qu'un de leurs soit désigné président du Conseil européen. Parce que quand même, Bruxelles a une plus-value que la Flandre elle seule ne peut pas faire prévaloir. Alors c'est ça le grand enjeu. Les partis francophones signataires des accords institutionnels ont sacrifié les francophones à la périphérie comme ils ont sacrifié hier les Fourbonnais, croyant qu'ils